beaucoup au comité scientifique et au comité d'organisation de m'avoir proposé de présenter à la place de Jean-Philippe Salom, qui n'était pas disponible. Et donc, je me suis permis de le contacter pour discuter un petit peu de la présentation avant. En effet, on avait collaboré sur une étude sur l'anesthésie chez la femme enceinte, mais donc je vais plutôt faire une présentation générale en fait, de cette thématique donc de l'anesthésie chez la femme enceinte pour chirurgie non-obstétricale. Et je n'ai pas compris d'intérêt à part connaître le docteur Jean-Philippe Salom de Caen. Quelques mots d'épidémiologie sur cette situation. C'est une situation qui est rare mais qui n'est pas exceptionnelle. Globalement, il y aura 1% des femmes enceintes qui vont avoir une anesthésie, une chirurgie en cours de grossesse. Par contre, quand on regarde un peu en nombre absolu, ça reste conséquent. Vous voyez, aux États-Unis, ça pourrait représenter 80 000 femmes par an. Et puis, il faut garder en tête, bien sûr, que cette incidence, elle est très probablement sous-estimée. Pourquoi? Puisque vous connaissez les RFE 2012 sur les bilans préopératoires, pas de test de grossesse systématique en fait, avant une chirurgie. Donc, il y a probablement plein de femmes, une proportion de femmes qui sont enceintes et qui ne le savent pas et qui sont enceintes. Alors, de quoi on parle quand on parle d'anesthésie et de chirurgie en cours de grossesse? Eh bien, principalement, ça va survenir au deuxième ou premier trimestre. C'est dominé par l'appendicite. Donc ça, c'est assez classique. C'est pas parce que l'appendicite est le risque d'appendicite est augmenté en cours de grossesse, mais c'est simplement un argument de fréquence. Heureusement, bien sûr, il ne s'agit que de contexte de chirurgie en urgence, dans 80% des cas, puisqu'on va voir qu'un des take-home messages, c'est de jamais programmer, sauf exception, une chirurgie en cours de grossesse. Et malheureusement, ça reste encore dominé par la technique d'anesthésie générale, puisqu'on a vu que même dans les placentas per creta, on préconisait plutôt initialement pour des techniques d'anesthésie loco-régionale. Et le deuxième take-home message, donc je vous donne la deuxième diapo, c'est que si on peut faire une loco-régionale, il faut toujours faire une loco-régionale. Et ça a été la conclusion de notre série descriptive. Il y avait encore trop d'AG qui étaient faites, alors qu'on pouvait faire du périmédulaire. Alors, quand on s'intéresse à la prise en charge anesthésique d'une femme enceinte qui va être opérée pour une chirurgie non obstétricale, comme d'habitude, en fait, il faut, en tant qu'anesthésiste de garde ce jour-là, il faut prendre en compte la pathologie sous-jacente, c'est une péritonite ou une fracture de la cheville, par exemple. Donc, le type de chirurgie qui est réalisé, les comorbidités de la patiente, mais surtout, en fait, notre stratégie va être modifiée par... on doit prendre en compte les modifications maternelles physiologiques et pharmacologiques. Je ne vais pas détailler les modifications pharmacologiques parce que c'est un topo entier. On va surtout s'intéresser aux modifications physiologiques, comment ça va impacter notre prise en charge. Et comment ça va l'impacter? En fait, on va intégrer les risques maternels, premièrement, puis deuxièmement, fétaux, que représente donc, le fait de faire l'anesthésie une chirurgie en cours de grossesse. Alors, le premier risque, je sais qu'il y a pas mal d'internes, mais ça tombe bien, ça permet un peu de reprendre les fondamentaux en obstétrique. Alors, vous savez tous, bien sûr, que la femme enceinte est à plus haut risque d'inhalation pulmonaire, autrement appelé syndrome de Mendelssohn. Et donc, vous savez aussi que Mendelssohn, c'est un obstétricien cardiologue, c'est peut-être le père des anesthésistes en obstétrique, il y a une sorte d'hybride entre ces deux spécialités. Mais en tout cas, donc, il faut savoir que clairement, alors la série Princesse, c'est 46, c'est que des participants, et donc ça, c'est vraiment la situation, c'est la femme en travail qui a un très haut risque d'inhalation. Dans sa série, il n'y avait pas eu de décès d'ailleurs qui était observé, mais bon, en tout cas, c'est le modèle du syndrome d'inhalation pulmonaire. Pourquoi en fait les femmes enceintes elles sont à plus haut risque de syndrome d'inhalation pulmonaire? Donc, d'un point de vue théorique, vous savez tous qu'il y a une augmentation de la survenue d'un reflux gastro-œsophagien. D'un point de vue mécanique, en fait, l'utérus qui est augmenté de volume va appuyer sur l'estomac. Et enfin, du fait d'une augmentation de la sécrétion de la gastrine placentaire, l'acidité gastrique est augmentée. Et donc tous ces éléments expliquent facilement donc, ce surrisque de syndrome de Mendelssohn. Et alors, donc, il est classique de considérer ces femmes estomac plein autour de 20-22 semaines. Alors, gardez en tête que ce cutoff est totalement arbitraire. Il y a zéro data pour dire non, à 22 semaines, tac, un jour après, elle est estomac plein, un jour d'avant, on peut la considérer comme dans la population générale. Parce qu'on a toujours les internes qui disent là, elle est à 20 semaines, alors est-ce que c'est bon? Il faut prendre plein d'éléments en contexte, et notamment l'écho-gastrique peut nous aider dans ce contexte-là. Deuxième élément à prendre en compte, en fait, donc effectivement, ça fait toujours peur, le warning, elles vont inhaler, etc. En fait, il faut recontextualiser ce risque. En fait, clairement, c'est la période du travail qui est à très haut risque d'inhalation. On reprend Mendelssohn. Et comme les travaux de Cynthia Long, qui est la papesse de l'anesthésie en obstétrique,
de Chicago a bien démontré maintenant, il y a 20 ans, par exemple, en dehors du travail, par exemple, la vidange gastrique n'est pas du tout modifiée. Elle faisait déjà des échos gastriques à ce moment-là. Elle a regardé l'élimination de 1 gramme de paracétamol femme enceinte, population générale. Pas de différence en termes de vidange gastrique. Et donc, moralité, et notamment aussi du fait que cet événement de syndrome d'inhalation pulmonaire était de moins en moins observé, exceptionnellement observé en réalité, eh bien, les pratiques ont évolué sans qu'on ait vraiment de biscuit d'ailleurs pour s'appuyer dessus. Et donc, vous savez qu'il y a plusieurs études observationnelles, surtout, et puis 4 essais randomisés, qui montrent que c'est possible de faire des anesthésies générales chez la femme enceinte, à terme même des césariennes, sans intuber ces femmes. Alors, on parle que de césariennes programmées, et avec donc un dispositif supraglottique. Et donc, il y a un bel éditorial sur le sujet qui analyse clairement la littérature. Donc, au total, 8000 femmes, ça paraît beaucoup, mais ça reste vraiment insuffisant pour pouvoir conclure sur un surrisque de syndrome d'inhalation qui va concerner un cas sur 100 000 ou 200 000 accouchements. Donc, les résultats sont assez rassurants, mais donc il faut intégrer quand même que ces études elles sont de faible qualité, le plus souvent monocentriques, et puis en fait très peu comparables les unes entre elles parce que les durées de jeûne sont variables, le type de masque laryngé est complètement différent. Par exemple, il y a des PROSI, il y a des IGF, c'est pas du tout la même chose en termes de protection de risque d'inhalation. Et puis en fait, c'est des études qui sont faites dans des pays comme la Corée, la Jordanie, l'Égypte, la Chine, l'Inde. Et en fait, le morphotype de ces femmes et leur régime alimentaire n'est pas comparable aussi au nôtre, donc c'est difficilement extrapolable. Et je vous disais, la puissance reste insuffisante. Donc la conclusion de cet éditorial, elle était pas mal, c'était de dire ok, c'est bien de réfléchir et s'adapter au progrès, mais il ne faut pas non plus vouloir révolutionner des années en fait, de progression de la sécurité des femmes. Donc ça permet de réfléchir, ça permet parfois de modifier ces pratiques, mais voilà, il faut quand même garder en tête que quand la femme est en travail, là vraiment il faut tenir compte de ce risque d'inhalation. Deuxième risque, c'est un risque d'intubation difficile, ça aussi c'est un espèce de dogme. Le risque d'intubation difficile est augmenté chez la femme enceinte. Je vous ai mis un petit papier qui avait été fait à Trousseau il y a longtemps en collaboration avec les ORL et qui montrait notamment que, ça c'est bien démontré, que le score de mal-empathie augmente avec la grossesse. Donc c'était les mêmes femmes qui étaient explorées aux 3 trimestres de grossesse et on observait donc une augmentation du score de mal-empathie, également une diminution de l'aire pharyngée moyenne, donc qui explique d'un point de vue anatomique en fait que ces femmes sont au risque d'intubation. Alors la meilleure étude sur le calcul de l'incidence de l'intubation difficile et de l'échec plutôt d'intubation dans la population obstétricale, c'est une étude anglaise de l'équipe UCOS. En fait, l'équipe UCOS c'est l'équipe d'épidémiologistes qui donc, applique une méthodologie tout à fait rigoureuse. Et donc par exemple cette étude, alors, le seul bémol qu'elle a, c'est qu'elle est ancienne maintenant, elle a été publiée en 2013. Et en gros, ils ont pris toutes les femmes qui accouchaient pendant 2 ans au Royaume-Uni. Ils ont colligé, ils ont identifié tous les cas d'intubation difficile. Donc c'est vraiment une étude en population prospective. Et donc on retrouve un taux fiable, en tout cas pour cette période, d'échec d'intubation dans la population obstétricale. Et en gros, il est de 0,5%. C'est pas sur 200. Donc c'est quand même quelque chose, et vous le savez, hein, donc, on rencontre quand même dans notre pratique des difficultés d'intubation, des échecs d'intubation chez la femme enceinte tout à fait fréquents et supérieurs à la population générale. Alors, ces données elles ont été actualisées par une étude américaine qui a été publiée dans Anesthésio en 2022 et qui se pose la question du fait de est-ce qu'il y a une diminution d'incidence d'échecs et des difficultés d'intubation, notamment du fait des progrès des techniques de gestion des voies aériennes supérieures avec le développement de la vidéolaryngoscopie. Et effectivement, alors c'est bien parce qu'on voit la différence de méthodologie entre les Anglais et les Américains. Les Américains ils reprennent en fait des données rétrospectives à partir de bases de données hospitalières. Donc c'est pas des données qui ont été colligées dans le but d'explorer l'intubation difficile, à l'inverse de l'étude anglaise. Mais par contre, ils ont des collectifs énormes. Et donc qu'est-ce qu'ils retrouvent? Là, ils retrouvent donc 2% d'intubation difficile. Par contre, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était à 0,5% d'échec d'intubation. Là, on est à 0,5%. Cette baisse de la fréquence, en fait, elle est concomitante du développement et puis de l'avènement, la démocratisation, on pourrait dire, avec des techniques de vidéolaryngoscopie. Alors, aucune causalité démontrée, bien sûr, c'est juste une concordance de temps, mais bon, c'est une hypothèse à garder en tête. Troisième risque à intégrer quand on endort une femme enceinte,
En termes de risque maternel, eh bien, d'un point de vue physiologique, parce que c'est ça qui nous intéresse, vous savez qu'en fait son métabolisme va être augmenté. Pourquoi? Tout simplement pour répondre à l'augmentation des besoins liés au développement du fœtus, du placenta et de l'utérus. Et donc l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire pour répondre à cette augmentation des besoins en oxygène? Eh bien, c'est principalement les systèmes cardio-respiratoires qu'on va modifier. Et ça, vous le savez, donc on va avoir une augmentation de la volémie, une augmentation du débit cardiaque, et puis une baisse des résistances vasculaires systémiques, donc ça c'est une modification cardiovasculaire, et d'un point de vue respiratoire, on va avoir une hyperventilation. Et toutes ces modifications, en fait, on va vraiment les intégrer dans notre stratégie anesthésique de la femme enceinte. Ce qui va beaucoup nous embêter, c'est cette augmentation de la ventilation pulmonaire qui est secondaire à la grossesse, parce qu'en fait, elle se traduit par une augmentation du volume courant de 40%, mais cette augmentation du volume courant, elle se fait au détriment des réserves. Une baisse de la CRF significative. Et ça, c'est vraiment pour moi l'enjeu majeur de votre prise en charge quand vous endormez une femme enceinte, c'est le risque d'hypoxémie, qui dépasse largement l'incidence de syndrome d'inhalation et du risque d'intubation difficile. Donc on a retrouvé dans une étude qu'on a fait opérationnelle prospective sur la césarienne soulagée, donc là on est plus dans le contexte hors obstétrical, mais bon, il n'y a pas de data en tout cas. Et vous avez quasiment 10% des femmes qui vont avoir une SAT qui diminue en dessous de 90 au cours de l'anesthésie générale. Donc c'est vraiment une problématique constante quand on endort une femme enceinte. Et on comprend très bien d'un point de vue physiopathe. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est des femmes qui ont des besoins en oxygène qui sont augmentés. Elles hyperventilent de manière physiologique, mais par contre, elles ont des réserves diminuées, et ça, vous savez tous qu'elles vont désaturer super vite, donc c'est d'ailleurs qu'elles ont des durées d'avenir raccourcies, donc c'est l'enjeu majeur, il est là. En plus, on va voir que ça retentit directement sur le fœtus, donc c'est un double enjeu. Il est tellement important ce risque que les Anglais, ils ont intégré de ventiler au masque les femmes enceintes, même quand elles ne désaturent pas quand ils font une anesthésie générale. Donc c'est des ok, ils sont d'accord pour faire des crush induction, des séquences raffines. Normalement, vous savez qu'on ne ventile pas les femmes parce qu'on risque d'augmenter l'inhalation. Mais là, en fait, si on met en balance les deux risques, syndrome d'inhalation et hypoxémie, eh bien, le risque d'hypoxémie l'emporte largement. Et donc, eux, ils suggèrent, et c'est pas du tout idiot, de ventiler à faible pression, en fait, pendant la période d'apnée. Voilà. Donc, vous voyez, on a vraiment un changement de paradigme. Et puis surtout, en fait, il y a très longtemps, on voyait des anesthésistes qui étaient pétrifiés par le risque d'inhalation, et on voyait des femmes qui désaturaient, on dit non, je ne vais pas la ventiler, mais en fait là, il faut les ventiler, enfin, il y a un risque d'hypoxémie qui est majeur. Dernier risque pour la mère, c'est le risque de mémorisation. Donc c'était les conclusions de l'essai NAP5 qui montrent que en fait, l'incidence de la mémorisation pour une anesthésie générale dans la population obstétricale, elle est de 1 sur 670, population générale 1 sur 20 000. Donc vraiment augmentée. Mais il faut garder en tête, avec que des juristes qui décrivent en fait la population obstétricale, femmes jeunes, en urgence, qui ont du pinto et qui sont difficiles à intuber. Mais en réalité, attention parce que quelles sont les anesthésies générales qui sont incluses dans cette étude, c'est les césariennes. Et la césarienne soulagée, c'est la seule chirurgie où le chirurgien il incise juste après qu'on ait endormi la patiente. Donc forcément, ça joue sur la mémorisation. Ok, parce qu'elles sont. Et puis, deuxième mécanisme qui explique très bien aussi cette augmentation de l'incidence de la mémorisation, c'est qu'on va toujours lever le pied sur les drogues, en fait. On va toujours avoir peur d'en faire trop. Et voilà, le résultat est là. Donc, la conséquence, il faut toujours monitorer la profondeur de l'anesthésie, ça c'est fondamental dans la population générale, mais encore plus chez la femme enceinte. Alors, si on résume un peu cette première partie, donc, quels sont les risques maternels qu'on doit considérer quand on endort une femme enceinte? Gardez en tête bien sûr les risques classiques qui sont un peu médulaires d'inhalation pulmonaire et d'intubation difficile, mais en fait, il faut être focus sur le risque d'hypoxémie et puis garder en tête aussi ce risque de mémorisation. Et donc, la première conclusion qui découle de manière logique de ce constat, évidemment, c'est que des risques qui sont liés à l'âge, donc ça veut dire quoi? C'est que dès qu'on peut faire une ALR, on peut faire une ALR. Voilà, ça c'est fondamental. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça paraît hyper basique, ce que je vous dis, et évident, mais en pratique, c'est pas ce qu'on fait. Voilà, ça c'était la série qu'on avait faite avec Jean-Philippe en fait, on avait repris des cas d'anesthésie chez la femme enceinte et on avait discuté d'un point de vue expertise si la stratégie anesthésique était adaptée au contexte chirurgical. Et en fait, dans 36% des cas, c'est-à-dire plus une fois sur 3, on aurait pu ne pas faire d'AG, faire une ALR.
Donc j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je vous dis, quand je vous expose ces risques maternels, mais ça reste encore nécessaire puisque souvent la stratégie anesthésique choisie n'est pas la bonne. Deuxième volet, le fœtus. Alors, pareil en fait, premier truc, quand j'interroge les internes, on dit à ton avis c'est quoi les risques pour le fœtus quand on fait une anesthésie chez la femme enceinte, et c'est pareil, finalement c'est le résultat des études pendant l'externat. Ils pensent à la tératogénicité. Ben, c'est super, mais en fait ils sont un peu des années 80, parce que toute la littérature, ça c'est bien démontré, c'est fini quoi. Il n'y a aucun risque de tératogénicité avec les médicaments d'anesthésie. Enfin, pour l'anesthésie générale en cours de grossesse. Pourquoi? Ça s'explique assez facilement. Il faut regarder, dans les papiers sont anciens, les vieux papiers, en fait, étaient des études expérimentales animales, et en fait, les doses qui étaient explorées et les durées d'exposition étaient très très importantes et ne correspondaient pas du tout à la temporalité d'une anesthésie, d'une chirurgie en cours de grossesse. Et finalement, quand on utilisait des drogues qui respectaient l'homéostasie des animaux, eh bien, on montrait qu'il n'y avait pas du tout de différence en termes de survenue de malformations. Et puis, il faut aussi prendre du recul. Par exemple, effectivement, on sait que les barbituriques, ça augmente le risque de fente de la biopalatine, mais en fait, c'est l'exposition chronique. Et un single shot de thiopental n'augmente pas du tout le risque de fente de la biopalatine. Et ça, c'est bien démontré, on peut tourner la page. Il ne faut pas craindre une tératogénicité avec les médicaments utilisés habituellement. Et si vous avez moindre doute, je vous renvoie vers le CRAT que vous connaissez. Le site, en fait, qui répertorie toutes les drogues qui permettent de savoir si on est compatible avec l'allaitement et la grossesse. La vraie problématique actuelle, ça a shifté en fait, c'est est-ce que notre prise en charge va impacter le développement neurocognitif et comportemental de l'enfant? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une littérature, notamment expérimentale animale, qui est assez inquiétante sur l'impact de cette prise en charge sur cette issue donc, de l'enfant en fait, ex utéro, une fois qu'il est né. Mais là, c'est pareil, il faut bien analyser la littérature. Et donc, c'est ce qu'a fait l'équipe de Louvain, qui est aussi experte dans le sujet, qui a beaucoup publié avec notamment aussi. Donc, ils ont commencé par une méta-analyse de toutes les études animales et qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Donc, sous ces études montraient effectivement un impact négatif sur le développement neurocomportemental des bébés animaux après la naissance. Mais en fait, il faut bien aller voir la méthodologie. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, il faut rester prudent. En fait, la synaptogénèse d'une souris n'est pas du tout superposable à celle d'un être humain. En fait, quand on fait une anesthésie de 5 heures chez une souris, c'est comme si on faisait une anesthésie de 7 jours chez un être humain. Donc, aucun rapport en termes d'exposition. D'ailleurs, et par ailleurs, en fait, les doses étaient beaucoup trop élevées par rapport à ce qui était donné en réalité. Cette méthodologie, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, le développement neuronal d'une souris, ça s'arrête juste après la naissance, alors que l'être humain, bien sûr, ça se poursuit des années après. Donc, en termes d'exposition, c'est pas du tout la même chose. Et puis, les études expérimentales ont peu de monitorage hémodynamique, rarement, et donc on ne peut pas intégrer en fait une instabilité hémodynamique qui pourrait impacter sur le développement neurocomportemental à distance. Et enfin, en fait, dans ces études-là, il y avait souvent que de l'anesthésie, pas de la chirurgie en même temps chez l'animal. Et donc finalement, ce n'est pas la vraie exposition qui est étudiée et qui n'est pas comparée. Donc des études inquiétantes, mais il faut garder du recul. Et pourquoi cette problématique elle a été évoquée dans ce contexte de l'anesthésie en cours de grossesse? Parce qu'en fait, là je renvoie aux anesthésistes en pédiatrie qui sont dans la salle, parce qu'il y a toute une littérature sur exposition de l'enfant dans les 3 premières années à une anesthésie et développement neurocomportemental à distance. Et c'est pareil, en fait, les premières études étaient assez inquiétantes, les études humaines, mais ces études rétrospectives chez l'enfant, quand il était exposé à une anesthésie et une chirurgie, qui montraient effectivement qu'il y avait des marqueurs de capacité d'apprentissage et de développement neurocognitif qui étaient moins bons chez les enfants qui avaient été endormis dans la petite enfance versus ceux qui n'étaient pas endormis. Mais intuitivement, on comprend bien qu'il y a énormément de biais qui vont impacter énormément de facteurs de confusion qui vont jouer sur les capacités d'apprentissage de ces enfants. Ça dépend de leur environnement, de leur éducation, niveau socio-éducatif, social, etc. Donc c'est impossible en fait de prendre tous ces facteurs de confusion en compte. Donc il y a quand même des Américains qui ont réussi à avoir 2 groupes comparables. En fait, ils ont pris des jumeaux. Il y en a un qui était endormi et l'autre qui ne l'était pas, donc ça permet de faire le JAMA quand même. Mais il faut aller les chercher. En plus, c'est une étude prospective multicentrique.
Et là, ils ont comparé celui qui était endormi et celui qui n'était pas endormi. Et en fait, il n'y a aucune différence en termes de développement neurocomportemental. Et en fait, ces jumeaux, ça leur permet d'être vraiment exposés à un environnement qui est très comparable en termes d'éducation, de sollicitation. Donc finalement, des résultats qui sont rassurants, en tout cas dans la pédiatrie. Et comment il faut interpréter ce surrisque qui est classiquement observé dans l'étude rétrospective? C'est probablement que l'anesthésie générale, en l'occurrence, ça sera un marqueur de vulnérabilité de cet enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui a moins bonne santé ou qui va moins bien se développer, en fait, il a une probabilité augmentée en fait, d'avoir une anesthésie, une chirurgie au cours de sa petite enfance, beaucoup plus que celui qui finalement est en super bonne santé. Donc il faut peut-être plutôt l'interpréter de cette façon. Si on revient à l'anesthésie en cours de grossesse, toujours l'équipe de Louvain, qui après avoir exploré les études expérimentales, a repris sa propre cohorte, parce qu'en fait, l'hôpital de Louvain, c'est un énorme CHU, ils font toutes les chirurgies, et vous avez une petite série comme ça de femmes, d'enfants d'ailleurs, dont la mère avait été endormie pendant la grossesse, 129 enfants, ils les ont identifiés de manière rétrospective, et ensuite ils les ont évalués entre 6 et 10 ans de manière prospective, donc ce qu'on appelle une cohorte bidirectionnelle. Et là, ils ont regardé donc association avec ils ont créé un échantillon de contrôle et ils ont comparé les performances neurocomportementales de ces enfants et ils retombaient sur ce surrisque chez l'enfant qui avait eu une anesthésie, qui avait été exposé à une anesthésie en cours de grossesse. Mais cependant, finalement cette littérature montre bien les limites qu'il faut évoquer parce qu'ils ont utilisé une technique de score de proportion qui permettait d'améliorer la comparabilité entre les deux groupes et donc d'essayer de prendre en compte un maximum tous les biais de confusion qui pouvaient exister, qu'on a évoqué, d'impact externe sur le développement de l'enfant. Et quand on faisait un score de proportion, on ne retrouvait plus ce surrisque d'impact négatif sur le développement neurologique. Jean-Philippe a fait la même chose, je ne veux pas le mentionner, et avec une étude qui a été publiée dans la CCPM cette année. Donc il a pris une petite série française. Et la différence par rapport à l'étude de Louvain, c'est que lui, il a aussi pris en compte les techniques d'anesthésie loco-régionale, de rachianesthésie. Il ne retrouve pas non plus de différence en termes de performance neurocomportementale chez les enfants qui ont été exposés à une chirurgie et à une anesthésie in utero versus ceux qui n'avaient pas été. Mais bon, c'est un peu limité par la puissance de l'essai, mais en tout cas, ça reste des résultats qui vont toujours dans le même sens. Donc tout à fait rassurant, en tout cas, de ce point de vue. Alors, comment conclure un peu sur cette exposition? Parce qu'on sent qu'il y a quand même un petit doute. Il y a une étude de Louvain montre que en fait, cette exposition à l'anesthésie et à la chirurgie, etc., ça correspondrait par exemple en termes d'impact à une exposition au tabac chronique pendant la grossesse chez la mère, pour l'enfant. Donc en fait, il y a un troisième take-home message à retenir de cette présentation. C'est que si on doit opérer cette femme pendant la grossesse, si elle a une appendicite, avec une indication chirurgicale. Il ne faut pas, sous prétexte d'un risque potentiel, d'un impact sur le développement neurocomportemental de l'enfant entre 6 et 10 ans, repousser l'intervention. Parce que là, on va être beaucoup plus délétère à ne pas traiter cette femme. Et là, ça peut retentir clairement sur l'enfant. Avec des appendicites, si elle finit en péritonite, ben là, on pourra vraiment s'en vouloir en ayant évoqué des risques qui sont plus ou moins vérifiés. Donc, que conclut l'American College of Obstetrician and Gynecology? Si une femme enceinte doit être opérée, doit être traitée, eh bien, il faut le faire. Et c'est le meilleur garant en fait, de la bonne santé de l'enfant à distance. Alors, le deuxième risque fœtal qu'on peut évoquer, celui-ci par contre, il est assez constant et il est clairement démontré. Effectivement, quand on fait une anesthésie, une chirurgie en cours de grossesse, eh bien, le risque de prématurité et d'arrêt de grossesse est significativement augmenté. Alors, il y a plein d'études anciennes qui l'ont démontré. Je vous ai juste mis une étude plus récente qui confirme encore, en 2019, c'est à partir du registre des naissances au Danemark, un risque augmenté de PAG, de prématurité et d'arrêt de grossesse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de garder en tête que ce surrisque, en fait, il est limité à la première semaine post-opératoire. Donc ça permet de lever le pied un peu et d'être plus rassurant une fois qu'une semaine après la chirurgie. Donc ça, c'est un risque qui est clair, qu'il faut connaître. Donc il y a un risque en moyenne, en gros, qui est multiplié par 2 de prématurité et d'arrêt de grossesse. Donc on a dit limité dans le temps à 7 jours post-opératoire, même si la qualité des preuves est un peu limitée. Mais... par contre, la difficulté, c'est que comme on prend des cohortes
de femmes qui ont été opérées, c'est impossible de dissocier le risque de l'anesthésie, de la chirurgie, de la pathologie dans cette prématurité. C'est pas du tout la même chose d'avoir une péritonite que d'avoir une fracture du radius en termes d'impact sur la grossesse. Okay, donc voilà, ça on n'arrive pas à le quantifier, mais gardez en tête, et ça c'est important, pourquoi ça veut dire qu'il faut orienter les femmes vers des centres chirurgicaux qui sont à proximité de réanimation néonate compte tenu du fait du risque de prématurité. Voilà, donc, petit focus donc, sur le risque pour le fœtus. On écarte tout risque de malformation congénitale, potentiellement un risque d'impact sur le développement neurocognitif, mais qui probablement, s'il existe, est très faible. Par contre, il y a un réel risque d'arrêt de grossesse et de prématurité, mais qui est donc limité à la première semaine, et on ne sait pas s'il est vraiment uniquement... c'est un espèce de tout, quoi. Il est lié à l'anesthésie, à la pathologie et à la chirurgie. Mais finalement, si on vient un peu à nos problématiques en termes de fréquence de survenue, le vrai risque, c'est l'asphyxie fétale opératoire. Donc c'est bien parce que ça recoupe avec la mère, hypoxie, asphyxie. Donc on est bon. Pourquoi ? Parce que vous savez que la perfusion utéro-placentaire, elle n'est pas du tout autorégulée. Donc on revient exactement au départ, toute instabilité hémodynamique de la mère retentit directement sur ce fœtus. Et donc on peut avoir des asphyxies fétales. Par ailleurs, si on ne respecte pas l'alcalose respiratoire physiologique de la femme enceinte, qui est liée à cette hyperventilation, et qu'on perturbe cet équilibre, dans les deux sens, que ce soit une aggravation de l'alcalose, et bien là on va augmenter la baisse de délivrance de l'oxygène au fœtus. En plus, on aura une vasoconstriction des artères utérines. Et dans l'autre sens, si on est plus acide, et bien là en fait il y a un passage direct des ions acides de la mère chez le fœtus. Donc il faut respecter l'équilibre acide-basique. Donc un des éléments aussi, un élément fondamental de la stratégie de prise en charge de l'anesthésie chez ces femmes, c'est de prévenir et lutter contre l'asphyxie fétale. Et ça, c'est hyper simple. En fait, ça veut dire qu'on va maintenir le début de perfusion placentaire. Ça, on sait très bien le faire au cours des césariennes programmées. On applique les mêmes dogmes. Donc, une stabilité hémodynamique maternelle parfaite, un maintien d'équilibre acido-basique maternel, notamment en respectant la calose respiratoire. Et puis, on va prévenir cette fameuse hypoxie maternelle qui est extrêmement fréquente. Donc, un warning, une préoxygénation stricte et être hyper vigilant au moment de l'induction épidurale de ces femmes. Comme je vous ai dit qu'il y avait ce risque d'asphyxie fétale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monitorage fœtal, il va être périopératoire, il va être indispensable. Il dépend bien sûr du terme de la grossesse, soit c'est échographie, soit un rythme. Au minimum, c'est avant et après le bloc opératoire, voire même dans les chirurgies à très haut risque d'instabilité hémodynamique, un monitorage péropératoire. Et par contre, il faut aussi savoir interpréter correctement ces rythmes. Il ne faut pas, par exemple, interpréter une diminution de la variabilité du rythme cardiaque fœtal après une anesthésie générale ou une hypothermie qui est induite, parce qu'en fait, ça risque de sortir un enfant alors qu'il n'y avait pas d'indication. Donc, même conclusion que pour le père Créta. Idéalement, en fait, il faut orienter ces femmes vers des centres qui savent faire. Pareil, on est dehors de 1% des femmes, ce pas des situations qui sont fréquentes, donc il faut le confier aux gens qui font ça régulièrement, d'une part, et d'autre part, à proximité d'une réanimation néonatale. Voilà, je vais conclure donc, pour rappeler qu'effectivement c'est une situation qui n'est pas exceptionnelle. Donc, tout le monde ici dans la salle va être confronté à cette situation à un moment donné. Comment on va intégrer, si on est anesthésiste de garde ce jour-là, la stratégie ? Eh bien, on prend en compte les risques. Pour la mère, il faut être focus hypoxémie. Voilà, il faut vraiment, c'est sûr que si vous n'en occupez pas, elle va désaturer. Pour le fœtus, un point d'interrogation sur un impact sur la synaptogénèse, mais en fait, ce qu'il faut surtout prioriser, c'est la prématurité et l'asphyxie fétale. Donc ça veut dire un monitorage fœtal pré- et post-opératoire. Une prise en charge multidisciplinaire, ça paraît évident. Et même parfois, souvent, c'est nous qui faisons le lien avec les obstétriciens, parce que l'orthopédiste, il ne va pas souvent penser, bone is a bone, quoi. Donc parfois, c'est nous qui disons, est-ce que tu as prévenu l'obstétricien que tu vas opérer une femme enceinte Et enfin, autre dogme, pas de chirurgie élective, sauf cas exceptionnels, bien sûr, notamment en cancérologie, par exemple. Et puis, pareil, si je peux faire une ALR, je fais une ALR. Voilà. Et moralité, mieux je traiterai la mère, mieux je protégerai l'enfant.